c'est depuis 10 ans que nous luttons, nous avons organisé cette cérémonie pour commémorer de nombreuses et de nombreuses vies fauchées à l'est de la République démocratique. Mais les seuls mots qui me venaient à l'esprit, c'est que c'est un jour sombre. C'est un jour noir pour la République démocratique du Congo. C'est un jour noir pour la jeunesse. C'est un jour noir pour les femmes. C'est un jour noir pour les enfants. C'est un jour noir pour le peuple congolais. Cela fera près de 30 ans que notre hospitalité nous vaut aujourd'hui la mort. À l'intention des âmes de nos frères et sœurs victimes de morts innocentes à l'est de notre pays depuis des décennies. Prions les uns les autres en ce jour où Saint Jean-Baptiste est l'image de l'homme sacrifié, où Saint Jean-Baptiste est le prophète qui a donné sa vie par amour, par fidélité de son engagement. Qu'il intercède pour nous, afin que nous sachions conserver le primat de Dieu, Dieu avant toute chose, le primat de Dieu dans notre vie et dans notre mission, fut-elle une mission politique. Amen. Aucun membre du peuple de Dieu ne peut être privé de sa liberté et de ses biens qui l'a conduit. Lecture du livre de Lévitique, du 25e chapitre, 1er au 17e verset. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons généreux et intercédions en faveur de nos frères et sœurs qui vivent loin des exigences de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends nos prières, victoire. Tosepeli kozwa maloba pona kopesa état des lieux likolo ya situation ya génocide oyo salema na kati ya mboka na biso, particulièrement dans la partie est, c'est-à-dire na province ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri particulièrement, mais sans oublier nini ezoleka na Hotuele epai nini epai wapi Bambororo règne à maître, bazouta na Tchad, bazouta na Centrafrique, na Niger, ils trouvent un pays sans maître, ils occupent, ils décapitent les têtes des chefs coutumiers, ils s'installent, sans oublier la situation qui prévaut dans le Tanganyika, mais également sans oublier la situation qu'elle traverse nos compatriotes dans le Maïndombe, plus près de nous, dans le Kwamut. Nous sommes en train de commémorer le génocide qui se passe dans notre pays. Mais un événement récent, le plus tragique, vient de se passer en territoire de Rutshuru. Le mardi de cette semaine, c'est-à-dire le 29 juillet, les occupants M23 et leurs parrains, armée rwandaise, viennent d'opérer le dernier massacre en date dans le village de Kiseguro, à territoire de Rutshuru, en groupement de Biza. Ce massacre donne un bilan de 18 personnes tuées,
Parmi ces 18, dont nous avons les noms, mais parmi ces 18 figure une maman, Maman Maombi Moubaji, qui a été tuée avec 11 de ses enfants. Parmi ces 11 enfants, les assaillants ont commencé par le bébé que maman Maombi était en train d'allaiter. Ils ont commencé par démembrer, couper ses seins. Et alors, ensuite, ils ont tué le bébé et les 10 autres enfants. Ces massacres du 29 viennent s'ajouter à une très longue liste de massacres qui ont commencé depuis le 1er juillet. Le journal Reuters a publié le 31 juillet de cette année, c'est-à-dire le jeudi, Reuters a publié un premier bilan provisoire de 169 personnes tuées. Mais notre rapport de monitoring à ce jour fait état de 317 personnes tuées, rien que dans le groupement de Binza, à territoire de Rutshuru. Les mêmes scènes tragiques se déroulent dans tout le territoire, particulièrement dans la chefferie de Bwito, à Rutshuru, dans le territoire de Massissi, mais également au sud Kivu, dans le territoire de Walungu. Depuis le début du mois de juin et tout au long de ce mois-ci, Walungu est invivable. Mais également dans le Calais, dans le Kabare, également autour de la ville de Goma, particulièrement à Sake. Les occupants du M23 et leurs maîtres ont déclenché une campagne de la traque de Wazalendo. C'est-à-dire tous ceux-là qui s'opposent à l'occupation, tous ceux-là qui s'opposent à la domination rwandaise sont désormais la cible de cette guerre-là. Et en représailles, toutes les familles qui vivent dans les villages, dans les localités, toutes ces familles-là sont accusées d'être des familles de Wazalendo, accusées d'être des familles de FDLR, et pour cela, ces familles sont donc victimes de ces massacres. Mais en dehors des zones sous occupation de l'armée rwandaise et du M23, malheureusement les massacres continuent. Vous avez suivi le massacre dans la ville de Komanda, en territoire de Irumu, province de l'Ituri, dans la nuit du 26 au 27, où les fidèles catholiques ont été massacrés. Le bilan provisoire fait état d'au moins 46 fidèles tués dans la paroisse de Komanda diocèse de Tebounia. Curieusement, c'est dans une ville sous contrôle des forces régulières. Au moins 6 colonels de FARDC sont présents dans la ville de Komanda. Mais les massacres ont commencé à 2 heures jusqu'à 4 heures. Et les assaillants, après avoir terminé leur opération de massacre, sont paisiblement sortis de la ville. Ils sont montés vers Moroyo et aucun d'eux n'a été arrêté. Les mêmes séries de massacres se passent autour de Oicha, en territoire de Beni. Depuis le début du mois, c'est la série noire. Des images sont balancées dans les réseaux sociaux où des corps à grand nombre sont acheminés chaque jour à la morgue de l'hôpital Oicha. La même série noire se passe en territoire de Djougou, en territoire de Mambasa, mais également en secteur de Bapere, en territoire de Lubero, de même qu'à chefferie de Bassoir. C'est pour vous dire que
ce génocide que nous commémorons aujourd'hui continue malheureusement à se poursuivre, non seulement, disais-je, dans les zones sous occupation rwandaise, mais curieusement, même dans les zones supposées sous contrôle des forces gouvernementales. Et la situation qui prévaut à province d'Ituri mérite une attention particulière parce que les groupes armés reprennent le contrôle de plusieurs routes, notamment en Ituri. Les groupes armés reprennent les armes parce que ces groupes-là perçoivent la présence de l'armée ougandaise comme si l'armée ougandaise se prononce en soutien à certains groupes contre lesquels des groupes Codeco, des groupes FPIC et beaucoup d'autres groupes étaient en guerre depuis longtemps, et que ces groupes-là apprennent qu'un autre mouvement presque similaire au M23 prend naissance en Ouganda et commence les offensives à province du Touri, et donc ces groupes se réveillent, prennent les armes, avec le risque, disais-je, que si rien n'est fait, nous risquons de retourner dans une situation identique à celle qui a motivé l'intervention de l'opération Artemis aux années 2000. Donc, nous avons l'obligation de réfléchir davantage pour accentuer nos initiatives vers des instances susceptibles de contribuer au retour de la paix. Voilà brièvement ce que je peux dire de l'état des lieux actuellement. Alors, au sujet du rappel historique, cet état des lieux que nous déplorons aujourd'hui connaît un début immédiat. D'abord, la période actuelle commence particulièrement en novembre 2021, où les ex-M23 qui avaient été vaincus en 2013 se sont réfugiés tranquillement en Ouganda et au Rwanda. En 2013, après la victoire des FARDC, soutenue par la brigade d'intervention de la MONUSCO. Et en novembre 2021, ces ex-M23 battus ont repris les offensives en territoire de Rutshuru. Le 27 et 28 mars 2022, ils ont pris le contrôle de Tchanzu et de Runyonyi. C'est à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, en territoire congolais. Les populations ont fui vers la cité de Bunagana. Malheureusement, 2 mois après, les M23 ont pris le contrôle de Bunagana le 13 juin 2022. Ces populations ont fui vers l'Ouganda. D'autres ont fui vers Rutshuru centre. De l'Ouganda, le gouvernement ougandais a commencé une opération pour obliger ces populations à retourner à Bunagana. Ces populations ont refusé et ont fui retourner à territoire de Rutshuru, à cité de Kiwanja. Malheureusement, 4 mois après, en octobre 2022, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, sous le couvert du M23, ont pris le contrôle de Rutshuru, de Kiwanja, jusqu'à Kibumba, 27 km au nord de Goma. Ils ont progressé et ont perpétué le massacre de Kishiché, où plus de 270 compatriotes ont été massacrés
le 29 novembre 2022. Et de Kibumba, le M23, sous couvert, qui fait le couvert de l'armée rwandaise, ont progressé pour prendre le contrôle de tout le territoire de Massissi, de territoire de Rutshuru, progresser vers Lubero, jusqu'à une vingtaine de kilomètres de Butembo. Mais les événements les plus spectaculaires ont eu lieu en janvier-février de cette année 2025, où ils ont pris le contrôle de la ville de Goma à l'issue d'une guerre meurtrière qui s'est déroulée du 27 au 29 janvier 2025. Le premier bilan provisoire a fait état d'au moins 3000 personnes tuées dans la ville même de Goma. Des monitorings qui ont suivi font état d'au moins 7000 personnes qui ont été tuées. Janvier 2025, dans cette année. Ils ont poursuivi la guerre jusqu'à la ville de Bukavu, jusqu'à Kamanyola, jusqu'à Walikale. Et là aussi, comme je le disais, cette guerre a été suivie de tueries massives et, disais-je, actuellement, au nom de la traque de Wazalendo, les tueries, les massacres continuent. Ça, c'est pour la phase actuelle. Mais avant cette phase, que nous pouvons qualifier de M23-2, il y a eu la phase de M23-1. M23-1, c'est-à-dire en 2012-2013. M23-1 qui a commencé en avril 2012 à territoire de Massissi, à territoire de Rutshuru, et le 20 novembre 2012, l'armée rwandaise, sous couvert du M23-1, a pris à nouveau le contrôle de la ville de Goma. Ça n'est suivi des morts, mais grâce à la mobilisation nationale, grâce à la pression internationale, grâce à l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO, les FARDC ont réussi à avoir le dessus, disais-je, pour vaincre cette guerre de M23-1. Mais avant M23-1, il y a eu la guerre du CNTP qui a commencé juste après la réunification du territoire national grâce au dialogue de Sun City. CNTP qui a endeuillé la ville de Bukavu. D'abord, l'affaire Mutebouti au mois de juin 2004. Au moins 300 personnes tuées à pleine ville de Bukavu. Grâce à la mobilisation nationale et particulièrement aux manifestations des étudiants partis du campus de Kinshasa, eh bien la communauté internationale a obligé le Rwanda à retirer ses troupes de Bukavu. Mais ces troupes qui ont endeuillé Bukavu se sont repliées en territoire de Massissi et ont constitué les brigades du CNDP sous Laurent Kunda. Elles ont continué la guerre à 2005, à 2006, à 2007, à 2008, à 2009, à 2010. Mais il y a eu quand même une trêve grâce à leur accord du 23 mars 2009. Par cet accord, ces brigades ayant endeuillé Bukavu, ces brigades est auteur de massacres à Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, Goma. Ces brigades ont été intégrées dans les FARDC. Ces brigades, appuyées également par les troupes de l'armée rwandaise, ont été autorisées à mener ce qu'ils ont appelé Opération Umoja Wetu, janvier-février 2009.
Après Umoja Wetu, il y a eu plusieurs opérations militaires parce que les États-Unis et d'autres partenaires de la communauté internationale ont demandé à la RDC que pour vider le prétexte des FDLR, qu'on autorise à l'armée rwandaise de mener les opérations pour neutraliser les FDLR. Il y a donc eu des opérations militaires tout au long de l'année 2009. D'abord, disais-je, opération Umoja Wetu, janvier-février 2009. Opération Kimia 2, mars 2009 à décembre 2009. Opération Manileo, janvier 2010 jusqu'en avril 2012. Donc l'armée rwandaise commence la guerre du M23 pendant que l'armée congolaise est en pleine opération militaire continue contre les FDLR depuis janvier 2009 jusqu'à l'entrée à la nouvelle guerre du Rwanda en avril 2012. Et cela malgré le bilan, parce que les États-Unis avaient demandé au Rwanda de donner l'effectif des combattants FDLR que le Rwanda a toujours recherché au Congo. Après beaucoup de pression, le Rwanda a donné la liste de 6 997 combattants FDLR, c'est-à-dire y compris les femmes et les enfants réfugiés rwandais. Grâce aux opérations continues de janvier 2009 jusqu'en avril 2012, les rapports des Nations Unies démontrent qu'au moins 5500 combattants ont été rapatriés au Rwanda. Vous faites la différence de 6 997 moins 5500, il resterait environ 1400. Mais malgré ces records, l'armée rwandaise ne s'est pas interdit de lancer la guerre du M23 en avril 2012. Les rapports des experts des Nations Unies de 2013 ont démontré que parmi ces combattants FDLR rapatriés au Rwanda, le gouvernement rwandais a recyclé d'autres combattants FDLR et les a déployés sur le territoire congolais dans les rangs du M23 en 2013. C'est dire que le gouvernement rwandais nous prend pour des bourriques. Des opérations militaires sont menées, les FDLR sont rapatriés, ils les recyclent dans le centre de démobilisation de Mutobo, ils les redéploient sur le territoire congolais pour continuer la guerre et continuer le massacre. Avant cette guerre du CNTP de 2004, il y a eu la guerre du RCD qui a commencé le 2 août 1998. Et c'est en mémoire de cette guerre-là du 2 août 1998 que nous avons retenu la date du 2 août. C'est donc le 2 août comme aujourd'hui. J'étais à Goma ce jour-là. Et j'ai suivi la déclaration du RCD de l'armée rwandaise à la radio nationale congolaise à Goma pour dire tunamuondoa à Matarakani pasipo muda. C'était à Swahili que fait Sylvain Mbou qui lisait ça. Dire qu'il décide de lancer une nouvelle guerre pour renverser Laurent Désiré Kabila qu'ils avaient placé au pouvoir. Grâce à la résistance de tous, cette guerre que le Rwanda avait menée jusqu'à Kitona, jusqu'à prendre le contrôle du barrage d'Inga, entraîner la coupure de l'électricité qui alimente la ville province de Kinshasa. Consécutivement à cette coupure de l'électricité, il y a eu des morts. Mais vous avez été braves à Tchangou, vous avez été braves à Kinshasa, et la capitale n'a pas été prise. Et grâce à l'intervention de l'armée angolaise, de l'armée zimbabwéenne, de l'armée de la Namibie, la résistance congolaise a été fortifiée.
grâce à l'appui de la société civile, des églises, grâce à l'appui de Wazalendo, finalement l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et burundaise à l'époque ont été obligés par la communauté internationale d'accepter que l'on signe le cessez-le-feu de Lusaka de 99. Mais dans ce cessez-le-feu-là, dans cet accord, un piège a été tendu à la RDC. Le piège d'après lequel les troupes étrangères, c'est-à-dire les troupes du Rwanda, ne devaient se retirer de la RDC qu'après la neutralisation des FDLR. Ce piège-là a été converti plus tard, lorsque l'armée rwandaise et ougandaise ont commis le massacre à Kisangani. D'abord au mois d'avril et de mai 1999. Ensuite, en juin 2000, deux armées étrangères se battent à 3 reprises en ville de Kisangani, entraînant beaucoup de morts. Malgré ces preuves d'agression, la communauté internationale n'a jamais reconnu que le Congo était victime d'une agression. Tout ce que la communauté internationale a fait, elle a voté la résolution 1304 par laquelle on a demandé aux troupes rwandaises et ougandaises de se retirer, non pas du Congo, mais de se retirer de la ville de Kisangani. Par la suite, au lieu de se retirer, le 30 juillet 2002, le Rwanda a obtenu du gouvernement de la RDC la signature de ce que l'on appelle le protocole de Pretoria. Dans ce protocole, le gouvernement congolais a signé qu'il accepte que l'armée rwandaise ne se retirera que lorsque la neutralisation des FDLR aura été effective. Malheureusement, le même crime, le même péché continue jusqu'aujourd'hui. Après le carnage de Goma de janvier 2022, le massacre à Bukavu, à Sake, à Minova, dans toutes ces entités, la communauté internationale a fait semblant d'avoir pitié de nous. Elle a voté une résolution forte. Comme le Conseil de sécurité avait voté la résolution 1304. Ici, elle a voté la résolution 2773. Au point 2 de cette résolution, le Conseil de sécurité demande au M23 de se retirer sans délai et sans condition de Bukavu, de Goma et de toutes les localités occupées. Au point 4, le Conseil de sécurité demande à l'armée rwandaise de retirer ses troupes immédiatement et sans condition. Malheureusement, comme cela avait été fait à Lusaka, comme cela avait été fait dans le protocole de Pretoria, une fois de plus, par l'accord de Washington, il est dit, lorsque vous lisez l'annexe 2 de l'accord de Washington, notamment le point 8, il est dit que la même stratégie qui a été adoptée pour contourner la résolution 1304 qui a été adoptée suite au grave massacre perpétré contre les Congolais dans la ville de Kisangani, la résolution 1304 a été contournée par le protocole de Pretoria du 30 juillet 2022. Ici, la résolution 2573 est à nouveau contournée par l'accord de Washington, disais-je. Lorsque vous lisez l'annexe 2, qui est le CONOPS, le concept d'opération de neutralisation des FDLR, au point 8, B, il est dit que la conduite des opérations contre les FDLR va se faire à 5 étapes. Les 3 premières étapes concernent la traque des FDLR et la levée des forces de défense rwandaises vient à 4e phase. Et donc, une fois de plus,
le gouvernement congolais a cautionné ce piège-là. Avant RCD, il y avait l'AFDEL qui a commencé en octobre 1996, qui a conduit à la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila avec James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui a pris le contrôle, le commandement de l'armée congolaise depuis le 17 mai 1997 jusqu'à juillet 1998, lorsqu'ils se sont brillés avec Laurent Désiré Kabila. Quelles leçons tirées de ce rappel historique? De ce rappel historique, j'ai fait quelques constats. Le premier constat, c'est que depuis 1996 jusqu'à ce jour, les auteurs du génocide congolais n'ont jamais été sanctionnés. Bien au contraire, à chaque phase de la guerre, les porteurs de ces projets de masse de génocide ont toujours été récompensés par leur entrée dans les institutions de la République. Sous la guerre de l'AFDEL, ils ont pris les commandes de tout l'appareil de l'État. À l'issue de Sun City, ils ont été récompensés. Ils ont pris le contrôle du gouvernement, du Parlement, de l'armée, de la police et de tous les services de l'État. À l'issue de la guerre du SNDP, par l'accord du 23 mars, ils ont été à nouveau récompensés. Et probablement, éventuellement, les auteurs de génocide pour l'étape actuelle, à l'issue des négociations de Doha, pourront éventuellement être récompensés de la même manière que cela a toujours été fait. Conséquence, les victimes du génocide n'ont jamais été dédommagées. Ils n'ont jamais eu droit à la réparation. Et plus grave, pour les rares occasions où il y a eu un minimum de réparation, notamment le gouvernement ougandais qui a été condamné au paiement de quelques millions de dollars, de centaines de millions de dollars pour la guerre de Kisangani, on se rend compte que les victimes sont sacrifiées et que cet argent fait l'objet de détournement par ceux qui prétendent parler au nom des victimes et qui commémorent avec nous ce génocide aujourd'hui. Deuxième constat que je fais, c'est que malgré les preuves accablantes qu'il s'agit d'une guerre d'agression, la communauté internationale s'est toujours interdit de reconnaître cette agression-là. Autre constat que j'ai fait, ces guerres ont connu des périodes d'accalmie, des périodes de trêve. Malheureusement, le gouvernement, les dirigeants congolais n'ont jamais mis à profit cette trêve pour construire l'armée, pour construire la police, pour construire les services d'intelligence, pour nous préparer à mettre en échec les guerres répétitives que les agresseurs nous mènent. Il est possible que, avec les médiations actuelles, si nous soutenons l'initiative SSC-SECO, on peut à nouveau aboutir à une trêve. Mais si nous laissons les choses telles qu'elles ont toujours été, il est fort possible que les Rwandais attendent 2027, 2028, Trump sera fait mandat, même à l'intérieur du pays, 2028 sera une date critique. Le Rwanda pourrait éventuellement se relever à nouveau pendant cette période-là
pour nous relancer une nouvelle guerre. Raison pour laquelle nous avons tout intérêt à ne pas laisser les belligérants conclure à nouveau par un accord bidon comme celui du 23 mars 2009. S'il y a une trêve, notre position d'après laquelle il faut à tout prix que le dialogue national tel que proposé par les évêques et nos pasteurs se tienne, c'est le seul chemin capable de nous permettre de capitaliser la trêve, de capitaliser l'initiative Washington, l'initiative Doha, pour reconstruire des bases solides de l'État congolais, de l'armée congolaise, afin de nous rassurer que le Rwanda, l'Ouganda ne vont plus se réveiller demain 2027, 2028 pour nous refaire une nouvelle guerre et achever le plan de balkanisation. Mais en attendant, nous ne devons pas oublier que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont sous occupation. Et le risque actuel, c'est que ceux qui jouissent du pouvoir risquent de vouloir se contenter d'un cessez-le-feu, que ceux qui sont à Goma gardent Goma le plus longtemps possible, pourvu qu'ils les laissent jouir du pouvoir à Kinshasa et dans les provinces sous leur contrôle. Pendant ce temps-là, ceux qui sont là seront en train de consolider l'occupation. Pendant ce temps-là, c'est le génocide qui continue, tel que je vous l'ai dit à l'introduction. Au nord Kivu, au sud Kivu, c'est la traque des génocidaires. Pendant ce temps-là, l'Ouganda risque de nous créer une surprise dans l'Ituri. Et donc, nous n'avons pas le droit de rester distraits pendant que nous commémorons le génocide ici. Rappelons-nous que, comme nous le chantons dans l'hymne national, nous avons le devoir de dresser nos fronts, parce que jusqu'à ce jour, ces fronts restent courbés, bien que nous chantons. Je vous remercie. Nous ne pouvons pas célébrer cette journée sans que nous puissions, à partir de cette conclusion, nous rappeler d'un appel fondamental qui nous a été lancé, parce que n'oubliez pas non plus que le projet de balkanisation de notre pays justifie tous ces morts et le génocide qui est en train d'être perpétré. D'où l'appel nous a été lancé que nous puissions constituer le camp de la patrie, c'est-à-dire fondé sur l'article 63, que nous puissions nous armer de nos obligations civiques et citoyennes pour continuer à nous battre, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'intégrité territoriale de notre pays est bien, pas seulement menacée, mais elle est bien entamée. Ya 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 Kobungela Kobo. La commémoration d'une mémoire collective nationale. Jamais les idées de voter fou, jamais le peuple congolais acceptera les massacres dans ce pays. Nous venons de commémorer cette journée parce que nous voulons à cette occasion écrire l'histoire de notre pays.
laquelle histoire, celle qui part de tous les massacres, toutes les tueries, toutes ces violences qui ont été orchestrées par le Rwanda avec ses supplétifs contre le peuple congolais. La première chose que nous voulons relever, c'est que tous ces morts, tout ce sang coulé, que ce sang soit le ferment de l'unité du peuple congolais. Parce que c'est cette unité qui fera notre force, c'est cette unité qui fera que nous soyons à même de faire face à toute éventualité. Nous voulons écrire l'histoire pour avertir les générations futures de ne pas se comporter comme nous nous sommes comportés, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de complicité qui ont favorisé l'intrusion rwandaise et l'installation du Rwanda. Nous voulons écrire l'histoire pour qu'elle crie fort à l'endroit de la communauté internationale, afin que cette dernière se saisisse, sache qu'un génocide est commis au Congo, dont il ne faut pas passer sous silence, et il faudrait non seulement qu'on en tienne compte, que ça soit une occasion pour que toute la communauté internationale dise plus jamais ça, plus jamais ça. Nous ne voulons pas que cela se répète, cela se reproduise, parce que le sang des Congolais a assez coulé et il faudrait qu'on mette terme à ces tueries sous le prétexte du Rwanda. Le Rwanda a dû trouver plusieurs prétextes qui lui permettaient d'entrer sous le sol congolais afin de perpétrer ces massacres. Le premier prétexte, c'est celui de la présence des FDLR chez nous. Pourtant, ce sont leurs frères qui nous ont toujours recyclés, remis au Congo pour qu'ils s'appuient sur eux afin de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont qu'un seul souci, un seul objectif, celui de balkaniser le Congo. Nous n'accepterons jamais que le Congo soit balkanisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée des génocides, mais nous ne sommes pas vraiment en train de les honorer parce que les génocides, pendant que je vous parle, continuent dans les zones occupées par le 1-23. C'est pour cette raison que nous disons ceci. Nous devons mettre fin à cela. Voilà pourquoi nous demandons à M. Félix, s'il avait besoin de mettre fin à ces génocides, je pense qu'il allait déjà, dans le plus bref délai, convoquer les dialogues pour que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais tant qu'il va continuer à traîner les pas, il y aura des victimes, il y aura des compatriotes qui vont continuer toujours à vivre les exactions des crimes dans les zones occupées par les Rwandais. Nous commémorons le Génécoste. C'est juste les massacres de nos frères et sœurs à l'Est. Et nous disons non, non et non, ça doit s'arrêter. Et le peuple congolais doit s'activer dans la cohésion nationale pour mettre fin à ces massacres infernaux, à ces massacres qui a trop duré. Nous disons à l'Essidé, à la Mouka, plus jamais ces actes d'atrocité vont continuer. Nous sommes venus pour commémorer la journée des Génécoste. Ça explique beaucoup. Vous voyez, l'agression a été commencée depuis plus de 20 ans. Donc on doit mettre terme avec cette agression. En tant que membre de l'Essidé et de la Mouka, je condamne fermement cette agression et je dis non et stop